Bonjour Nicolas. Bien. Alors, on ne vous a pas encore entendu, en tout cas sur GPTV, bien sûr, euh, sur le déclenchement des hostilités contre l'Iran de la part de l'axe israélo-américain. Donc, j'aurais aimé un petit peu votre analyse déjà globale, et puis petit à petit, on va aller rentrer dans un certain nombre de détails, si vous le voulez bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est quand on m'a interrogé sur la question, j'ai fait un parallèle en fait entre avril 2022 et Oui. finalement février et mars 2026. 26. C'est-à-dire que en fait, en 2022, eh bien, les Occidentaux étaient persuadés que des sanctions allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pas seulement Bruno Le Maire, hein, on se souvient du secrétaire d'État aux Affaires étrangères Blinken qui avait dit la même chose en fait. Euh, On pensait que l'armée russe allait s'écrouler, qu'elle était une armée d'alcooliques mal équipée. On pensait des tas de choses, et ce qui fait que, au lieu de laisser Zelensky signer le traité qui avait été négocié d'abord à Minsk et ensuite à Istanbul, eh bien, on l'a poussé, c'est-à-dire Boris Johnson, Joe Biden, enfin en tout cas son équipe, l'ont poussé à continuer la guerre. Et on observe à peu près la même chose, c'est-à-dire que Trump, qui je pense n'est pas un fanatique, s'est laissé convaincre que l'Iran allait s'effondrer, tout comme l'économie russe en 2022, qu'il suffirait de bombarder et que ça provoquerait eh bien l'effondrement du régime des Mollahs, comme ils disent. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je pense que Trump a mal joué, Trump s'est trompé. Il a cru qu'il pourrait renouveler ce qu'il avait fait au Venezuela. C'est Ce qui est ça. vrai, qui est maintenant, on le voit avec le recul, c'était pas forcément un succès d'ailleurs quand ça s'est passé, le kidnapping de Maduro, mais derrière il y a eu je pense, une campagne de corruption. Et Madame Rodriguez donc est une femme corrompue qui était prête à prendre la relève de Maduro et de mettre finalement l'économie vénézuélienne en coupe réglée, sous la coupe Des de États-Unis. Washington. Washington, on l'a vu avec le pétrole, on la voit avec l'or maintenant. Donc voilà. Donc je pense qu'il était enivré de son succès et qu'il est parti dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. L'Iran, c'est pas le Venezuela. C'est un pays qui a 2500 ans d'histoire. Et il y a une légitimité, que ça plaise ou non, c'est pas la question. Il y a une légitimité du pouvoir des Mollahs, qui est soutenue par une bonne partie de la population, une pieuse, active, et surtout, en fait, la manière dont ça a été fait, notamment le meurtre de 160 jeunes filles, eh bien, n'a fait que consolider la population derrière le gouvernement. Donc voilà. Après, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il faut des troupes au sol, parce que sans troupes au sol, en fait, il n'y a pas de changement de régime, de ce qu'on voit en Iran, en tout cas pas rapidement. Donc, ils sont en train d'en chercher, mais visiblement, les Kurdes, d'après Reuters, les Kurdes syriens ont recommandé aux Kurdes iraniens de ne pas bouger parce que finalement, les États-Unis sont l'allié fatal, hein, comme disait Kissinger. Et puis, les Azéris, il y a eu une conversation hier entre le président Aliyev azerbaïdjanais et Pezeshkian, le président iranien, et visiblement la tension est retombée. Je pense que comment ça s'appelle, Aliyev est parfaitement conscient que les attaques sur son sol sont des attaques sous faux drapeau israélien, donc il n'a pas l'intention d'y aller. Et ça devient très très risqué pour l'Azerbaïdjan, encore une fois, surtout que faut quand même le rappeler, même si il n'y a pas d'alliance militaire telle quelle. Euh, L'Iran est un allié de la Russie, et l'Azerbaïdjan risquerait énormément à envoyer des troupes se battre en Iran. Comment s'appelle, la frontière entre la capitale azérie et la frontière russe, je crois qu'il y a 150 kilomètres. Mhm. C'est très risqué de la part de l'Azerbaïdjan de disperser ses forces. Voilà, c'est pas. Et il y a les Arméniens qui rêvent toujours d'une revanche. Et l'implication de l'Iran de l'Azerbaïdjan en Iran pourrait rebattre le rapport de force. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer que c'est crédible une intervention terrestre, que ce soit en effet de proxy ou des Américains eux-mêmes d'ailleurs? Des proxys, étant donné le point qu'on vient de faire maintenant, j'y crois pas Mhm. trop. Mhm. Euh, donc en plus, il faut savoir que parmi les pays qui sont frontaliers, donc il y a l'Azerbaïdjan, il y a l'Irak, mais l'Irak, grâce à l'intervention américaine,
eh bien, c'est un régime chiite. Donc, ce sont des Arabes, ce ne sont pas des Perses, mais ce sont des chiites. Donc, le leader Al-Khamenei était aussi, on peut dire, un leader religieux pour les chiites irakiens. Donc ça, son meurtre est très mal passé. Et donc, je ne vois pas, parmi les pays frontaliers qui pourrait mettre un pied au sol. Quand tu as envoyé, comme en Irak, c'est-à-dire une opération de débarquement ou tenter quelque chose comme ça, je n'y crois pas non plus, parce que l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas celle de 2003, du point de vue de la puissance, du point de vue de la motivation, et surtout l'armée iranienne d'aujourd'hui n'est pas l'armée irakienne de 2003. Contrairement à ce qu'on nous faisait croire en 2003 que c'était déjà en 1990 que c'était la quatrième armée au monde, ce qui était complètement faux. Et là, en 2003, elle était largement affaiblie et il a quand même fallu déployer plus de 300 000 hommes. Les Américains étaient capables d'envoyer 250 000 soldats se battre, débarquer. Et ça, aujourd'hui, il y avait une coalition qui, à mon avis, aujourd'hui ne se renouvellera pas. Il y avait notamment des Polonais qui étaient très présents, qui ont dirigé une des régions d'occupation de l'Irak. Il y avait des Ukrainiens, il y avait différents pays qui là trouvaient tout à fait normal d'en envahir un autre. Donc ça, je pense que Washington ne pourra pas le reconstituer. Ensuite, il faudra mettre des bateaux. Il faudrait faire un débarquement, puisqu'il n'y aura pas moyen de passer par un pays frontalier. Donc, ça veut dire prendre des risques énormes. Alors qu'on a vu que les Iraniens disposent de drones marins, de drones navals. Notamment, ils ont percuté avec un drone naval, ils ont percuté un tanker américain. Enfin, en tout cas, des États-Unis. Donc, en fait, ça va être extrêmement risqué. Les opérations de débarquement, c'est comme les opérations de franchissement de coupure humide. C'est là où on a des pertes. C'est pas pour rien qu'on appelait Omaha la sanglante le 6 juin 44, encore une fois. Donc, je n'y crois pas trop. Je pense que là, la stratégie, c'est plutôt d'essayer de faire un tapis de bombe. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie. D'ailleurs, c'est un peu quand on écoute notamment, j'ai oublié son nom, mais cette députée, cette membre du Parlement démocrate qui était effarée en sortant en disant en fait ils n'ont pas de stratégie. La stratégie, c'est comme au Venezuela, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on va régler l'affaire tellement rapidement qu'on va mettre les Américains devant le fait accompli et puis ce sera une démonstration de force qui va nous rendre extrêmement populaires. Bon bah là c'est un échec complet. Et les conséquences vont être, à mon avis, bien supérieures à celles de l'Ukraine. Là, je veux dire que la guerre en Iran a supplanté l'Ukraine du point de vue de la bascule du rapport de force à l'international. Les conséquences vont être c'est-à-dire sur un déclassement de l'Occident. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que l'Ukraine finalement, en plus, Trump avait plutôt bien manœuvré, c'est-à-dire que la défaite d'une guerre qui avait été déclenchée par les États-Unis, finalement, allait porter sur les pays européens. Et oui, les Européens avaient beaucoup souffert économiquement des sanctions stupides qu'ils ont mis contre la Russie, mais ça se limitait finalement à l'Europe. Là, c'est le monde entier. C'est le monde entier parce que le poids de la part des hydrocarbures, que ce soit du gaz ou du pétrole du Moyen-Orient, c'est 20% à peu près. Et donc, c'est colossal, en fait, 20%. Quand il vous manque 20% sur un marché de produits, ça a des conséquences partout. Donc, ça a des conséquences à l'intérieur des États-Unis, puisque le carburant a augmenté de manière significative. Ça a des conséquences dans toute l'Europe, puisque mais je dirais à la limite, les Européens ont pris l'habitude de servir de punching ball à leurs élites, à leur classe dirigeante, mais qui n'en ont absolument rien à faire des conséquences économiques qui prennent des sanctions. Mais en plus des sanctions qui ont été prises contre la Russie, là, il y a les ravages que vont causer les pénuries d'hydrocarbures qui venaient du Golfe, dont l'Europe est un des principaux destinataires. Ceux qui seront moins touchés, finalement, les Russes ne seront pas du tout touchés. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour empêcher l'augmentation du prix à la pompe, puisque la Russie produit ce dont elle a besoin. Les Chinois vont être relativement préservés grâce à la Russie, c'est-à-dire qu'ils seront touchés incontestablement, mais ils seront relativement préservés, en tout cas pour un temps,
puisqu'ils peuvent compter sur un fournisseur fiable qui est la Russie. Les Indiens sont en train de se précipiter pour acheter du pétrole russe, alors qu'ils avaient commencé alors, ils n'avaient pas complètement arrêté, hein, il y a toujours moyen de contourner, de transférer les cargaisons d'un bateau à un autre. Washington est à ce point coincé que Trump a annoncé qu'il était question ce qui a déjà commencé d'ailleurs, puisqu'ils ont donné l'autorisation à l'Inde d'acheter du pétrole russe. Donc en fait les conséquences, en raison du poids des hydrocarbures de la région, vont être colossales. Et on n'est pas à l'abri d'un krach boursier. J'ai quelques amis qui sont dans ce domaine-là, qui m'ont dit qu'ils voyaient que les gros acteurs américains sont en train de préparer le pire. Donc pire, c'est 2007, quoi. C'est de nouveau, enfin 2008, pardon. Enfin, c'était déjà en préparation en 2007. Ouais. Mais donc les conséquences vont être catastrophiques, et en premier lieu pour l'Europe, parce que nous sommes les plus exposés. Donc à moins de reprendre langue avec la Russie et d'essayer de construire un bloc économique européen qui soit autre chose que ce cauchemar qu'est l'Union européenne, et qui inclut la Russie, dont la Russie d'ailleurs sera leader. La Russie, en fait, est vouée à devenir le leader européen, de facto, du point de vue économique, du point de vue démographique, du point de vue de la formation des élites. C'est le modèle. Donc voilà. Donc les répercussions du conflit en Iran vont être colossales. Sauf si ce que l'on entend de la part de Trump se réalise, c'est-à-dire que la guerre se termine vite, mais on n'a pas du tout cette impression, bien au contraire. La seule manière dont je verrais que la guerre puisse se terminer vite, c'est l'intervention russe, c'est-à-dire que la Russie soit le médiateur. La Russie a un contrat de développement du nucléaire civil avec l'Iran, dans lequel il est noté noir sur blanc que si l'Iran tentait d'obtenir l'arme nucléaire, la Russie se retirerait. Donc la Russie a déjà, je dirais, un pied dans la place, et pourrait proposer sa médiation. D'ailleurs, hier, Trump a annoncé qu'il avait appelé Vladimir Poutine, donc de son initiative, et qu'ils ont parlé bien sûr de l'Ukraine, mais également de l'Iran. Donc ça pourrait être un moyen. Trump pourrait résoudre deux conflits en un seul, en faisant rentrer la Russie comme un médiateur, et puis en disant étant donné ce qu'a fait la Russie, les États-Unis se retirent du conflit définitivement, c'est-à-dire sans même vendre des armes. Et si le flux d'armement américain s'arrête, eh bien la guerre s'arrête en Ukraine. L'Union européenne n'a pas les moyens de compenser cette production. Et puis il y a même d'autres moyens. Enfin, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais couper Starlink, mettre fin au renseignement militaire, c'est la fin. Donc comme le pire n'est jamais certain, et Trump n'a pas 36 solutions. Hein. Il n'a pas 30, pour que sa défaite n'ait pas l'air d'en être une. Et pour moi, une des meilleures solutions, c'est comment dirais-je, c'est de faire appel à la Russie comme un médiateur. C'est pas fait, hein. Non. Même si, en effet, en parlant des dégâts qu'auront si cette guerre perdure, ce qui est probable maintenant, c'est aussi la question des engrais. Hein. 40% des engrais mondiaux viennent du Moyen-Orient. L'engrais, l'aluminium, tout ce qui est. L'engrais est un produit dérivé du gaz, hein. Donc en fait tout ça, tout va augmenter. Puis je rappelle qu'en plus les Européens ont mis des sanctions contre l'engrais biélorusse, notamment en 2021. Donc en fait, ils se sont une fois de plus tiré une balle dans le genou. Et en fait, tout ce qui dépend des hydrocarbures, tout ce qui dépend de la transformation, évidemment que les Français le voient déjà au prix à la pompe, d'après ce que je vois dans la presse. Mais le drame, c'est qu'en fait, on a les moyens, notamment grâce à la Russie, on aurait les moyens d'atténuer, pas de complètement éliminer, parce que quoi qu'il arrive, même si on avait des relations normales avec la Russie en matière d'approvisionnement d'hydrocarbures, quoi qu'il arrive, quand tout d'un coup vous fermez 20% de la production mondiale, évidemment que ça a des conséquences, Mais on pourrait largement atténuer
en ayant des relations normales avec la Russie. On a des gazoducs. Il y a 25% de Nord Stream qui fonctionne. Il y a un tuyau qui fonctionne, Nord Stream 2, qui est prêt à démarrer demain. C'est-à-dire que l'augmentation du prix du gaz, on pourrait la compenser sur un claquement de doigts. Mais le fanatisme de l'Union européenne, évidemment, l'en empêche. Et puis pareil, pourquoi se priver du pétrole russe? Donc, on aurait largement les moyens de compenser. Mais l'idéologie, la peur de la défaite, ça on peut comprendre. C'est-à-dire que la défaite de l'Ukraine sera celle de l'Union européenne, sera celle de Macron, de l'Allemagne, de Berlin, de Starmer, de Johnson, voilà. Donc ça, c'est sûr que cette défaite est inéluctable, mais il essaye de la repousser le plus longtemps possible. C'est ce que j'appelle le moment bunker. Ça ressemble beaucoup à ce que la fin de l'Union européenne ressemble beaucoup à celle du Troisième Reich, en fait. Sans comparer les idéologies, mais du point de vue du comportement, de ce que j'appelle les pathologies du perdant, ces pathologies sont très proches. Alors, on a l'impression, Xavier, que finalement, celui qui pourrait être le grand vainqueur de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, ce pourrait être la Russie, justement. À la fois parce que le prix du baril augmente, donc ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire, pour les Russes, mais aussi parce que non seulement ça affaiblit leurs adversaires occidentaux, mais je dirais même, déstabilise plus encore, ou affaiblit, pardon, plus encore l'Ukraine, puisque le stock d'armes n'est pas infini, loin s'en faut, contrairement à ce que prétend Trump, qui est déjà obligé, semble-t-il, de déshabiller toutes les concentrations de forces américaines d'Asie pour les rapatrier vers le Moyen et Proche-Orient. Et donc, tout ça, ça fait les affaires de Poutine, ça fait les affaires de la Russie. C'est vrai que c'est un cadeau. Donc, il va y avoir plusieurs choses. Le baril d'Oural, donc l'Oural, c'est le pétrole de référence. Il y a différents pétroles en Russie, en fait. Notamment, l'extrême-orient russe, c'est un autre pétrole, mais la référence, c'est le baril d'Oural, et qui est généralement autour de entre 10 et 20 $, ça dépend des périodes, inférieur au baril de Brent. Et il a dépassé les 100 $ hier. Donc, j'avais jamais vu ça. Alors, Alexis Tarade avait vérifié, en fait, la dernière fois, c'était en 2014. Je pensais que moi, c'était en 2007. Je sais pas si vous vous souvenez, avant la crise de 2008, on a eu une montée des prix du pétrole. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les jours qui sont faits depuis le début du conflit, la Russie a un budget où la part du pétrole, en fait, est fixée pour l'année 2026 à 59 $. Là, le baril, il est autour de 100 $. Je crois qu'il a rebaissé un peu. Mais quoi qu'il arrive, tous ces jours, les jours qui passent, en fait, tout ça, c'est du RAB qui est mis dans le fonds souverain russe, le fonds du bien-être national. Donc, puisque la règle veut que tout ce qui est au-dessus du prix fixé pour le budget, soit mis dans le fonds souverain. Donc aujourd'hui, les Russes sont en train de tout simplement de mettre de côté pour leur budget 2026, sachant que faut quand même dire les choses, c'est que si ça dure trop longtemps, on va avoir une récession au niveau mondial qui va être catastrophique. Donc, il y aura à moyen terme et à long terme des conséquences sur le prix des hydrocarbures. Donc, puisque la production va s'effondrer, voilà. Ça, même pour la Chine, il faut pas que la Chine ait du carburant trop cher. Mais dans l'immédiat, les effets pour la Russie et d'ailleurs aussi pour la Chine, parce que la Chine, comme c'est un client fiable, bénéficiera de prix inférieurs des hydrocarbures. La Chine va augmenter sa compétitivité face à l'Europe, qui elle va payer plein pot tout, à part le nucléaire, toutes les sources d'énergie, le gaz, le pétrole. Évidemment, ça va avoir des conséquences. Donc oui, la Russie c'est assez incroyable même quand on y pense. La Russie en profite pleinement. Et également, comme vous le disiez, le fait que les approvisionnements en munitions, notamment en matériel, sont stoppés pour l'Ukraine du côté américain. Et c'est notamment les systèmes antiaériens qui sont aujourd'hui un des principaux problèmes. Mais les Russes sont en train de détruire les capacités énergétiques de l'Ukraine.
Et là, aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer précisément aux réserves de gaz ukrainiens. Il faut savoir qu'il y a une exploitation de gaz en Ukraine. Il y a des puits, les réserves se trouvent dans la région de Kharkov, pas très loin du front d'ailleurs, également dans la région de Poltava et un peu dans la région de Soumy de mémoire. Et donc, les stations de production d'électricité qui ont été livrées à l'Ukraine pour compenser les pertes de cet hiver fonctionnent au gaz. Et le gaz, en fait, que l'Ukraine est censée produire. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que les Russes sont en train de démanteler ces zones, ces installations de production de gaz et de transport. Et donc ça veut dire que, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus de système antiaérien. Et donc rien ne peut empêcher la Russie de le faire. Et en plus, le front avance, même s'il avance lentement, il avance. À terme, notamment, je parlais donc de ces principales réserves de gaz donc qui sont dans la région de Kharkov. Les Russes pourront envoyer des bombes planantes et il n'y a plus rien qui va être produit, plus rien. Donc pour les Russes, oui, c'est une très très bonne affaire du point de vue. C'est très cynique ce que je dis, mais enfin tout le monde le dit. Il n'y a pas que moi qui le dis. C'est dans toute la presse. Même là, j'ai vu maintenant même dans la presse, la presse bourgeoise française, on le trouve. Mais c'était immédiatement dans la presse économique, dans le Financial Times, dans le Wall Street Journal, le New York Times. C'était de Télégraphe également. Enfin, on en parlait. Tout le monde dit que c'est pour la Russie, c'est du pain béni. Ouais, c'est du pain béni pour la Russie. C'est moins du pain béni pour les pays du Golfe, qui pourraient même, c'est une des rumeurs financières de prochaine faillite du système mondial, rapatrier ces centaines de milliards de dollars qu'ils investissent systématiquement aux États-Unis. Et quand on voit comment ils sont aujourd'hui durement touchés, sans franchement un soutien massif des Américains, ça pourrait aussi être un moyen de déstabilisation non seulement du Proche-Orient et Moyen-Orient, mais aussi des États-Unis. Oui, tout à fait. C'est le problème pour maintenant. Enfin, en fait, il faut voir que moi j'ai pas mal d'admiration pour les pays du Moyen-Orient, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est quand même aujourd'hui il y a un leadership dans ces pays qui a une vision. Alors évidemment, ça peut paraître quelquefois trop important, notamment le projet de ville en, comment dirais-je, espèce de ville ultra moderne sous forme d'un mur en Arabie Saoudite. Mais cela dit, ce sont que ce soit Mohamed Ben Salman ou Mohamed Ben Zayed aux Émirats Arabes Unis, ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Faut se rendre compte de ce que c'est que les Émirats Arabes Unis. C'est 1971, ils trouvent du pétrole. En gros, les Émirats Arabes Unis ont une capacité de 3 millions de barils par jour, 3 millions et demi. Et au lieu de tout dépenser n'importe comment, et bien en fait, ils décident d'unir les Émirats, les Émirats notamment Dubaï, c'est le plus connu, pour développer. Donc en fait, imaginez que si en France François Mitterrand avait trouvé 3,5 millions de barils par jour, le socialisme est tellement catastrophique qu'on sera encore plus pauvre qu'on l'est maintenant. Et pourtant, on est en train de battre des records. Mais ça s'est pas passé aux Émirats Arabes Unis. Il y a une vision pour construire une puissance économique qui soit pas d'ailleurs uniquement. Il y a le plus gros fonds souverain, c'est Moudaba, c'est fonds émirati pour développer le pays et en dehors des hydrocarbures parce qu'on se dit qu'un jour il y en aura plus. Donc Dubaï en fait ça vit pas Abu Dhabi, oui c'est le pétrole, mais Dubaï c'est des services financiers, c'est du tourisme. Voilà. Donc il y avait une vraie vision. Et ensuite vous avez eu Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite qui s'est dit mais pourquoi nous on ferait pas pareil, qui a modernisé son pays, qui a voilà. Donc il y a ces puissances là qui sont riches effectivement d'hydrocarbures, mais il y avait quand même un leadership qui voulait ne pas s'en contenter, qui voulait faire autre chose, qui voulait développer le tourisme, qui voulait et c'était et cette planification et cette vision était quand même, quand on compare à l'absence complète de vision et de planification côté français, eh bien j'étais assez admiratif de ce qu'il faisait. Et bien là, on en est tout ça risque d'être réduit à néant parce que tout simplement ces pays-là ne vont plus pouvoir exporter leur pétrole et surtout là ils sont en train d'arrêter la production. Donc pour relancer la production, ça quoi qu'il arrive, ça va prendre du temps. Le Qatar
le Qatar a annoncé la fin de la production de gaz liquéfié. Si jamais Israël et Washington, enfin Tel Aviv et Washington continuent ces opérations, les Iraniens vont bombarder les installations pétrolières et donc ça prendra énormément de temps à être relancé. Donc ça va saboter tout le plan de développement de ces pays du Moyen-Orient, ce qui est vraiment ce qui est une perte. C'est une catastrophe. Et puis encore une fois, pour nous, ça va créer une pénurie qui va se prolonger et qui est dramatique pour nos économies, qui n'avait vraiment pas besoin de ça. La guerre contre la Russie nous a déjà coûté extrêmement cher. Le socialisme en France, en fait, nous coûte extrêmement cher. Si en plus on a encore un choc pétrolier. Alors, on parle de choc pétrolier dans la presse, notamment la presse économique. On parle de choc pétrolier quand même. Ça nous renvoie à 73-74. Tout à fait. Il y a ce côté choc pétrolier et puis il y a ces promesses de financement, d'investissement des pays du Golfe vers les États-Unis. Oui. Ces centaines de milliards qui pourraient finalement s'envoler. Ce serait une catastrophe. C'est pour ça que je dis que c'est quand même une bascule du monde qui devrait faire réfléchir notamment des pays comme la Pologne qui ont des bases américaines chez eux. C'est-à-dire que avoir une base américaine chez soi, c'était une garantie de sécurité. Désormais, c'est non seulement vous n'êtes pas même si vous payez cher, votre sécurité n'est pas garantie parce que vous n'êtes pas prioritaire, notamment pour les moyens de lutte anti-aérienne. La priorité, c'est Israël dans la région pour Washington. Et en plus, la personne qui était censée vous protéger vous attire des ennuis. L'Iran n'aurait jamais bombardé les territoires des Émirats, de Bahreïn, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, si les Américains n'avaient pas attaqué l'Iran pour faire plaisir à Israël. C'est ça la vérité. Donc en fait, j'espère, et ce sera une bonne chose également, c'est que les pays du Golfe en tirent la conclusion qu'il est temps de fermer les bases américaines, des bases étrangères sur son sol. De toute manière, une base étrangère sur son sol, c'est une perte de souveraineté monumentale. C'est pour ça que le général de Gaulle nous en a débarrassé en 1966. Et on voit que finalement, le fait d'avoir encore une fois les États-Unis sur son sol, ça ne sert à rien. Le fait d'acheter des bons du Trésor américain qui en fait ne valent rien, ça ne sert à rien non plus parce que encore une fois, on a un déclassement complet de la puissance américaine militaire, de la puissance économique, voilà. La position de la France, 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies, un porte-avions, le porte-avions, je dirais plutôt. Macron veut sa guerre. Quel est le sens de son discours d'hier? Ça veut dire qu'il connaît pas la géographie, parce qu'on voyait, même les Américains n'envoient pas leur porte-avions à proximité du détroit d'Ormuz. C'est le meilleur moyen de se faire détruire. On va pas faire grand-chose. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'on en a qu'un. Donc, il était déjà en train de manœuvrer dans l'Atlantique. Normalement, il peut être en mer 6 mois. Alors, j'imagine qu'on va essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Mais c'est-à-dire qu'on va arriver. Si vous vous souvenez, c'était ce qui s'était passé lorsque c'était François Hollande, la gauche c'est la guerre, comme j'ai écrit. La gauche française c'est la guerre. François Hollande voulait bombarder la Syrie. Ça devait être en 2000, c'est sous Obama. Je me souviens plus quand c'était exactement, 2016 ou 2017. Oui, 2016. Oui. 2016. Et seulement à l'époque, le porte-avions français était en maintenance, donc on s'était retrouvé tout seul avec le Chevalier Paul, qui était un bateau de transmission. Et puis quand Obama a dit non, finalement j'y vais pas, on s'était retrouvé tout seul comme des idiots. Donc je pense qu'on va assister à quelque chose d'à peu près semblable. On n'a absolument aucun intérêt à s'impliquer dans ce conflit, pas plus que dans le conflit ukrainien d'ailleurs. La France a peu d'intérêt. Elle a quelques alliances, elle a une base à Doha. Le Qatar est un acheteur de Rafale, donc voilà. Mais dans la mesure où, d'ailleurs, Macron l'a dit avec beaucoup de naïveté en disant « on m'a même pas prévenu ». Donc, dans la mesure où on n'est pas partie prenante dans ce conflit-là, on ne devrait même pas bouger, même pas. Mais bon, encore une fois, la politique étrangère de la France, visiblement, c'est comme la politique étrangère des États-Unis, elle n'est pas décidée à Paris, mais à Tel Aviv. Donc voilà, on s'aligne comme d'habitude. Mais je pense que
bon, ça va coûter cher, mais ça va pas servir à grand chose. Avec un risque de perte en plus. Un risque de perte, mais honnêtement, je pense qu'on fera comme les Américains, c'est-à-dire qu'on se mettra largement en retrait des côtes iraniennes pour éviter de se prendre, de se faire attaquer par des drones. Donc voilà. Mais après, oui, on peut pas exclure. Hein, encore une fois, on peut pas exclure. Souvenez-vous, quand les Houthis, à partir du 7 octobre, donc quand l'armée israélienne a commencé à exterminer les Palestiniens à Gaza, les Houthis sont rentrés en guerre. Ils ont fermé, la mer Rouge, et rien ne pouvait être fait. Et finalement, tout le monde s'est tenu à l'écart. Donc voilà. Oui, mais en tous les cas, voilà, il y a ce risque. Et puis ce problème, de toute façon, du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que si les gardiens de la Révolution décident de le conserver fermé, eh bien, c'est la crise majeure donc, qui nous attend. Donc, il n'y a pas d'autre solution, semble-t-il, en effet, qu'arrêter le plus vite possible cette guerre. Pour les Américains, il y a des rumeurs qui expliquent que des conseillers de Trump sont en train de le pousser, tout en disant qu'il a atteint évidemment tous ses objectifs, d'arrêter la guerre avant qu'il ne soit trop tard. Bah oui, là je pense que, alors comme le soulignait d'ailleurs, c'était le Financial Times, le J.D. Vance était très en retrait de cette affaire. D'ailleurs, quand il fait, comment dirais-je, qui s'agite dans son bureau, qui fait sa prière avec l'espèce de cinglé qui l'entoure, on voit qu'il y a pas les catholiques. Il y a pas. Oui, c'est les évangélistes protestants. Il y a pas Marco Rubio, il y a pas J.D. Vance, et c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont la tête sur les épaules. Mais Trump a commis une grave erreur, une faute même. Donc voilà. Mais la Russie lui offre une voie. La médiation de la Russie lui offre une voie de sortie qui serait tout à fait honorable et dont il pourrait même se féliciter et puis mettre fin à 2 conflits en même temps. Il peut mettre fin à... Le problème, c'est Israël. C'est-à-dire que Netanyahou, en fait, c'était voilà, j'allais poser cette question. Et Israël. Ouais, le problème, c'est ça, c'est Netanyahou, il est pas du tout content du résultat. Hein. Ils ont parié sur un changement de régime, oui, qui n'a pas eu lieu. Il y a eu un problème de coordination, c'est-à-dire que quand ils ont lancé donc les manifestations sanglantes, en gros, l'armée américaine n'était pas capable de passer immédiatement à l'assaut. Là, donc en fait, tout est en décalé. Et puis ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement la population iranienne est derrière la direction du pays. Donc le résultat, c'est qu'ils ont assassiné l'ayatollah Khamenei, et qui avait 86 ans et qui se prennent son fils qui a une 50aine d'années, qui en plus vient de perdre sa petite fille, qui a perdu sa nièce, qui a perdu sa femme, qui a perdu son père, qui a perdu ses proches dans un bombardement criminel. Hein, et donc qui va être beaucoup plus radical, qui a connu la guerre à 17 ans. C'est pas de la rigolade. Donc le résultat de cette offensive absolument absurde, c'est celui-là. Et évidemment que Netanyahou ne va pas s'en contenter parce que c'est son échec. C'est son échec. Et puis surtout, ils sont bombardés. Et d'après ce que je vois, c'est que l'Iran, en fait, plus le temps passe, plus utilise des armes modernes et puissantes. Hein. Ils ont des missiles avec des têtes d'1 tonne. C'est quand même impressionnant. Voilà. Il faut que le Trump reprenne son indépendance en matière de politique étrangère. C'est une véritable catastrophe. Ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient. Et alors, est-ce qu'Israël, par sa propagande de guerre, cache en fait la réalité des dégâts occasionnés par les frappes de missiles et de drones iraniens? Oui, alors on sait pas trop ce qui est détruit en Israël parce qu'il y a un contrôle très strict sur tout ce qui est filmé. Mais l'Israël, c'est un pays qui est petit. Il y a 4 grandes villes, et donc Tel Aviv, Haïfa sont sous les bombes.
il n'y a pas grand-chose à y faire. On l'avait déjà vu d'ailleurs en juin dernier, le dôme de fer, c'est un dôme de carton, donc ça marchera pas. Et donc voilà, c'est pour Israël, même pour Netanyahou, même encore une fois, a pris des décisions qui mettent en danger l'État d'Israël. Parce que encore une fois, si jamais ce qui à mon avis va se passer, ben, ça finit par une défaite américano-israélienne, ça va réveiller les appétits des voisins, les Syriens. Comme ça, on commençait à se dire, après tout, quand même, le Golan, c'est à nous. Il y a une partie de la Syrie, en plus du Golan, qui est occupée depuis la chute de Bachar el-Assad. Et le Liban, en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que Israël s'acharne sur le Liban. Donc, en gros, on peut pas se faire à l'Iran parce qu'ils sont trop forts. Donc, on va s'acharner sur le petit pays près de chez nous. Et ça me rend malade de voir ce qui est en train d'être fait au Liban, en plus où j'ai eu l'honneur de servir quand j'étais jeune lieutenant. Vraiment, Israël est vraiment le problème de la région. Enfin, l'Israël de Netanyahou, en tout cas. On va revenir sur le Moyen-Orient. Juste une question. Vous pouvez utiliser le super chat, hein, évidemment, chers auditeurs, pour poser vos questions. Seven Car qui pose une question à Xavier Moreau. Peut-on supposer que la Russie soit parvenue à développer une variante de missile hypersonique dédiée à l'interception de missiles nucléaires? Disons que les systèmes de défense russes, ils sont connus. Effectivement, l'hypersonique, c'est au-dessus de Mach 5. Donc, effectivement, on peut estimer que des systèmes comme le S-500 sont capables d'intercepter. Mais si vous voulez, le problème, et c'est toute la question de la dissuasion nucléaire, c'est que pour que votre défense soit fiable, elle doit être à 100%. Quand vous avez des pays comme les États-Unis ou la Russie qui ont des milliers de ogives nucléaires et de vecteurs, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui passent et c'est bon. Pour donner un exemple, le M51 français, il y a, je crois, 10 ogives qui font 115 kilotonnes chacune, thermonucléaires. 115 kilotonnes chacune, c'est-à-dire qu'on est à 1000 kilotonnes un mégatonne. Le vecteur. Hiroshima, c'était 16 kilotonnes. Nagasaki, 18 ou 20, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait une de ces sous-munitions qui perce, et c'est hypersonique, hein, puisque en fait, vous avez deux types d'armes hypersoniques. Vous avez au niveau des missiles, vous avez les missiles balistiques, donc qui montent qui sortent de l'atmosphère et qui redescendent en accélérant avec la gravité. Et vous avez ce qui est le plus dur à faire, ce que les Russes, pour l'instant, sont les seuls à avoir, c'est les missiles de croisière hypersonique. C'est-à-dire qu'ils volent bas et qui ont une trajectoire horizontale, donc qui passent à la vitesse hypersonique en accélérant. C'est ce que les Russes ont, c'est le Tsirkon, c'est le Kinjal. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il y a réellement que les Russes qui fabriquent en série et qui maîtrisent la technologie. Donc, je pense que de toute manière, une fois que quelqu'un aura tiré une bombe nucléaire, ça terminera par une guerre nucléaire, parce que vous ne pouvez pas garantir que vous allez arrêter toutes les ogives. Et puis immédiatement après, vous aurez la frappe en second. Toute la dissuasion nucléaire repose sur la frappe en second, en fait. C'est pour ça que les Polonais veulent l'arme nucléaire, mais en soi, si vous avez l'arme nucléaire, mais en quoi va consister la frappe en second de l'arme nucléaire polonaise? Ils vont devoir se construire, comme les Français, au moins 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 3 si possible, 4 ce sera même encore mieux, comme nous. Donc, puisqu'il y en a qui doivent être en maintenance et d'autres qui sont quelque part dans l'océan et qui sont intouchables parce que Lénine ne sait pas où il est. Et donc, si par hasard il y a une frappe nucléaire sur la Pologne sera capable de riposter. Mais avant qu'ils atteignent ce niveau de dissuasion, il y a de l'eau qui coulera sous les ponts. Si jamais ils font comme nous on avait pendant la guerre froide, le plateau d'Albion, c'est-à-dire des silos avec des missiles nucléaires, ils seront bien sûr repérés par les adversaires potentiels de la Pologne, essentiellement la Russie. Et en cas d'escalade nucléaire, immédiatement les silos seront détruits et la Pologne aussi. Donc la force en fait de la dissuasion française, c'est la composante sous-marine. On a également une composante qui est aérienne. On a le SNLE, non.
Non, c'est le missile nucléaire. Ah, un missile, Le non, c'est autre chose. Ça. LMP, voilà, Mhm. qui est un missile alors on dit nucléaire tactique, en fait, ça veut rien dire, qui peut porter à 500 km. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait si on voulait par exemple le tirer sur Moscou, il faudrait qu'on pénètre l'espace aérien ukrainien et qu'on pénètre l'espace aérien russe. Donc c'est plutôt comme d'ailleurs dans la doctrine française, on appelle ça l'ultime avertissement, c'est-à-dire que le cas échéant, si quelqu'un nous veut du mal, eh ben on va tirer un missile de entre guillemets faible capacité, mais Ouais. limite au milieu de l'océan pour montrer qu'on est prêt à utiliser l'arme nucléaire. C'est ça. Donc, donc encore une fois, je pense que la question qui est posée sur le fait d'intercepter des ogives nucléaires, si les Américains lancent des ogives nucléaires, les Russes essaieront évidemment de les intercepter, mais immédiatement il y aura une réponse en second et ce sera la fin du monde. Parce que les Américains, eux aussi, ont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins voilà, je crois que je sais plus qui disait, c'était Einstein. Je sais pas je sais pas à quoi ressemblera la troisième guerre mondiale, mais je sais à quoi ressemblera la quatrième et on se battra avec des pelles et des pioches, parce que ça sera la fin du monde. Donc, Ouais. je sais pas qui gagnera la troisième guerre mondiale, qui sera nucléaire, mais je sais avec quoi on se battra dans la quatrième. Et effectivement, ce sera la fin du monde en fait. Est-ce que pour parler justement de ces extrémités, si perdu pour perdu, l'Occident, voyant ces défaites s'accumuler, Ukraine, maintenant Proche-Orient, est-ce qu'elle pourrait être tentée justement par, non pas obligatoirement des frappes nucléaires massives, mais quelque chose qui permettrait justement de frapper au cœur, que ce soit la Russie, ou l'utilisation, voyant les Israéliens, voyant en effet que ce changement de régime n'arrive pas, et voyant les Américains vouloir se désengager en Iran, justement enclencher une frappe nucléaire, comme semble-t-il, ils en font le chantage de temps en temps. Alors, en ce qui concerne l'Iran, c'est loin d'être impossible, malheureusement, notamment avec quelqu'un comme Netanyahou, puisque Israël Ouais. détient l'arme nucléaire. Le problème, c'est que à mon avis, ce serait synonyme de fin de l'État d'Israël, de bombarder un pays qui vous a pas bombardé avec du nucléaire. En principe, le nucléaire, c'est pour se protéger, Ah, oui. et la dissuasion, c'est pour se protéger soi-même du nucléaire, ou alors, comme c'est le cas dans la doctrine française et russe notamment, c'est-à-dire si tout d'un coup, l'ennemi est porte de Moscou. Où là, en gros, vous n'avez plus rien à perdre, il fallait pas venir. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que veut faire Israël de ses armes nucléaires. Et c'est vrai que perdu pour perdu, Netanyahou pourrait très bien tenter cette escalade. Mais ce serait quand même mettre en danger l'État d'Israël. Et puis, je pense que plus personne ne pourrait jamais être l'allié d'Israël, d'autant plus que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Mais on peut pas l'exclure. Encore une fois, on a en face de nous des gens qui sont des fanatiques. Et malheureusement, on ne peut pas l'exclure. Du côté américain, je pense pas. Je pense pas qu'ils utilisent armes nucléaires. Alors, sur le théâtre d'opération ukrainien, la seule manière que je verrais, c'est le fait que, par exemple, l'Angleterre ou la France, le régime d'Emmanuel Macron, transmettent des armes nucléaires Mhm. euh, pour être utilisées contre la Russie. Mais là, il n'y a pas très longtemps, le SVR, le service d'enseignement extérieur, a annoncé que c'était des choses qui étaient en discussion en ce moment entre Kiev, Paris et l'Angleterre. C'est possible qu'ils en aient parlé, mais je suis quand même assez sceptique. Mais ce qu'ont bien fait les Russes, c'est qu'ils ont rappelé que désormais, dans la doctrine russe telle qu'elle a été modifiée en décembre 2024, Mhm. l'utilisation de l'arme nucléaire par un pays non nucléaire, comme l'Ukraine, qu'il aurait obtenu d'un pays tiers qui est un pays nucléaire, ferait que la réponse, la frappe en second, sera envoyée, y compris sur le pays qui a fourni l'arme nucléaire. Donc, je pense que là, les Russes ont bien rappelé leur doctrine, et c'était une manière de calmer Emmanuel Macron et Starmer. Sachant que vous m'auriez posé cette question-là à l'époque même de François Hollande, de Sarkozy ou de Chirac, de Mitterrand, je vous aurais dit le risque est nul. Avec Emmanuel Macron, honnêtement, je sais pas. Je sais pas.
Ce type est irresponsable. Je pense qu'il a des problèmes qui sont à la limite du psychiatrique. Et donc, il y a une espèce de fascination. Il aurait visiblement rêvé d'être un soldat. Il se déguise en pompier, en pilote. Ouais. Il fait le malin sur le Charles de Gaulle. Là, donc il est toujours en train de parler du nucléaire. Il a fait un discours d'ailleurs qu'il n'a pas Ouais. grand intérêt. Donc voilà. Il est temps que Macron parte. Je pense que c'est vraiment c'est quelqu'un de dangereux. C'est dangereux pour tout le monde, pour les Français. Ça va de soi. Mais même, je pense que c'est quelqu'un de dangereux. Donc on peut rien exclure. Alors justement, et on peut rien exclure, et que ce soit vis-à-vis et là plutôt vis-à-vis de la Russie, j'imagine. Là, ce serait oui, c'est-à-dire transmettre une arme nucléaire. Encore une fois, le nucléaire militaire en France, c'est un État dans l'État, donc c'est pas non plus. Je pense qu'ils se laisseront pas faire. Il est quand même le président de la 5e, donc il peut faire à peu près ce qu'il veut. Donc, voilà. Encore une fois, avec Emmanuel Macron, on ne sait pas. C'est quelqu'un de gros problèmes, je pense, personnels, et on ne sait pas jusqu'où il ira. Mmh. Oui, il y a eu ces informations qui sont remontées assez haut dans la hiérarchie ministérielle, et même Poutine l'a évoqué, de cette tentation des services britanniques et français de livrer à l'Ukraine soit une bombe sale, soit une bombe nucléaire miniature. Une bombe sale, je pense qu'une bombe sale, les Ukrainiens pourraient la fabriquer eux-mêmes. Ils ont des centrales nucléaires. La question, c'est que je crois que c'est une société américaine qui est responsable du combustible, puisque c'est avec ça qu'ils pourraient faire une bombe sale. Et quand même, tout ce qui est uranium est très contrôlé à l'international, l'AIEA notamment. Donc, ce serait pas facile de faire. Et là aussi, si Kiev utilisait une bombe sale, ça la discréditerait. Ce qui pourrait être fait, c'est en revanche, et d'ailleurs je crois que le SVR avait alerté là-dessus aussi, c'est que Kiev utilise une bombe sale contre soi-même pour accuser les Russes de l'utiliser. Donc on a eu le faux massacre de Boutcha, on a eu les faux 20 000 enfants qui sont en fait 339 et qui en fait n'ont pas été enlevés. Donc voilà, c'est un pays qui est au bord de la défaite, comme c'est le cas de l'Ukraine et de manière globale de l'Union européenne. Ça peut prendre des décisions qui seront dangereuses. Alors voilà, sachant qu'en fait, Macron pourrait, dans son délire, être soutenu en sous-main, c'est-à-dire il utiliserait, on peut imaginer que certains intérêts américains ou même israéliens, puissent se servir d'un proxy français, justement, pour s'éviter justement les foudres de la Russie. Mais la France, elle, en subirait les conséquences. Et Macron étant fou, semble-t-il extrêmement dangereux, et c'est pas semble-t-il d'ailleurs, il faut en effet on peut craindre le pire, et à mon avis rapidement, parce que c'est maintenant que se jouent les choses. Macron est dangereux. Elle a lieu maintenant. Surtout, Macron est dangereux, et surtout, il est à moins de 20% dans les sondages. La fin de son règne est tout simplement catastrophique. Et en plus, c'est un sociopathe. Il n'en a absolument rien à faire des Français. C'est sûr. Une intolérance à la frustration, comme disait ce psychiatre qui l'avait très bien analysé dès 2017. Zégatori, oui. Mmh. Il a une intolérance à la frustration, et là, il va se prendre son règne va se finir par une raclée militaire, par une catastrophe économique, etc., etc. Et donc, il peut peut-être faire tapis, quoi. Tout est malheureusement, on est en danger. Et Emmanuel Macron nous met en danger, c'est incontestable. Oui. Ouais, Macron met en danger. C'est ce qu'avait dit Segatori. D'ailleurs, il a fait 2 interviews, une en 2017 et une en 2022. En 2017, il disait « Faites attention, Français, vous êtes en danger ». Et en 2022, il avait dit « Je m'étais trompé, il n'y a pas que les Français qui sont en danger. Macron met en danger le monde entier, en tout cas l'Europe entière. » Ouais, c'est clair. On a encore un an à tenir, et il y a quoi s'inquiéter. Oui, tout à fait. Pour revenir au conflit en tant que tel au Moyen-Orient, quelle est
l'objectif d'Israël dans ce conflit était-ce uniquement parce il y a en effet est attaqué en même temps le Hezbollah à Beyrouth et au Liban. Quel est l'objectif recherché par Netanyahou? En a-t-il un, ou est-ce seulement aussi la volonté de survivre politiquement par la guerre de ce déclenchement des conflits? A-t-il comme seul objectif le renversement du régime des Mollahs, ou bien est-ce que ça va au-delà? Je pense que c'était l'objectif principal, et accessoirement, il n'aurait pas été contre un découpage de l'Iran. Ouais. Notamment en Morcellement de s'appuyant, l'Iran. je Ouais. parlais au début de l'entretien, genre en s'appuyant sur les minorités azéries et kurdes. Je pense que c'était ça. Je pense que le but de Netanyahou en particulier, d'Israël en général, c'est de ne pas avoir de grande puissance dans la région. Et l'Iran est bien sûr, depuis la révolution de 1979, est devenu, où l'antisionisme est devenu structurel chez les élites dirigeantes iraniennes. Évidemment que l'Iran est l'adversaire numéro un. Il faut se rappeler quand même que l'Irak, l'opération en Irak, c'était aussi pour chasser un ennemi d'Israël. C'est une réalité, comme qui était Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein était un soutien des Palestiniens, était un soutien du monde arabe, donc ça lui a coûté sa place. Alors ça n'a pas été une grande réussite parce que, enfin, d'un certain côté, si, c'est-à-dire que ça a énormément appauvri le pays. Vous avez maintenant un Kurdistan irakien, mais malgré tout, le gros problème, c'est que dans la mesure où les sunnites étaient minoritaires, l'arrivée et la mise en place d'une démocratie sur le modèle du vote majoritaire, désormais, l'Irak est un pays chiite. Et donc, il y a d'ailleurs une bonne partie de la population qui est furieuse de l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, et donc c'est mal joué, quoi. Oui, alors voilà, il y a cet aspect-là, en effet, ouais, tout à fait. Il y a un acteur de ce conflit, enfin un acteur, en tout cas un témoin de ce conflit dont on parle peu, comme c'était déjà le cas au Venezuela. Ils se font très discrets, ce sont les Chinois. Ah oui, les Chinois sont concernés au premier chef, puisque notamment c'est des acheteurs. Alors même si c'est pas sous le nom de l'Iran, je pense que ça passe par la Malaisie en fait, de pétrole iranien. Et donc effectivement pour eux c'est un enjeu important, et en plus l'Iran est une pièce maîtresse dans les BRICS. Donc la Chine a tout intérêt effectivement à ce que la direction du pays actuel tienne bon. Donc vraisemblablement il y a eu des transferts de technologie, d'armement, mais bon, ça de toute manière tous les armements dans le monde ont des sous-ensembles chinois. Donc à commencer par les armements américains. Donc effectivement, ce qui est clair, c'est que, cela dit, on a retrouvé notamment dans les Shahed iraniens, on a retrouvé des sous-ensembles électroniques russes. Et ça venait pas des machines à laver, oui. Oui. Les Russes ont largement modernisé les Shahed pour eux-mêmes, donc avec ils ont mis un réacteur, ils ont modernisé l'électronique. Et comme je l'avais expliqué d'ailleurs dans mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, les Russes produisent eux-mêmes l'électronique. Alors c'est pas de la très basse nanométrie, c'est pas pour faire fabriquer un smartphone, mais mais dans un missile, ça fait très bien l'affaire. Dans un Shahed, un hélicoptère, un avion, c'est largement suffisant. Donc oui, la Chine joue un rôle clé. Alors c'est à la chinoise, c'est-à-dire que ça sera jamais public, mais il est évident qu'il doit y avoir un soutien quelque part, et que d'ailleurs entre le mois de juin et l'échec de la guerre des 12 jours et aujourd'hui, la Chine et la Russie ont dû largement contribuer à aider l'Iran. Et d'ailleurs c'était hier, Vladimir Poutine a félicité le nouveau ayatollah Khamenei de son élection. Les Chinois ont été plus prudents. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ou le porte-parole des Affaires étrangères chinois a dit de toute manière c'est une affaire interne à l'Iran, ça nous concerne pas. Oui, ils sont prudents. Très prudents. Ça, faut en parler avec Laurent Michelon, l'excellent Laurent Michelon, qui est le meilleur spécialiste français de la Chine. Ça s'appelle la voie médiane en chinois, c'est-à-dire absolument éviter le conflit.
toujours trouver un compromis, même si un compromis un peu défavorable, c'est pas grave. Mais voilà, éviter la Il y a guerre. certains qui prétendent que c'est un précédent et qu'ils pourraient s'en servir pour intervenir sur Taïwan. Mais ça, moi, j'en suis pas certain. Non, moi je pense pas. Taïwan, c'est prévu en 2049. Et les Chinois vont digérer Taïwan sans donner l'assaut. De ce que je connais de la civilisation chinoise, des gens ils le peuvent, ils le feront. qui la connaissent, c'est pas. En fait, souvent les Occidentaux projettent leur violence dans leur vision du monde, mais en fait, un impérialisme comme ce qu'on a pu voir dans le monde occidental, c'est quand même assez unique. Hein. C'est avec ce déchaînement de violence, pas comme on voit aujourd'hui ce que font les États-Unis à Iran, c'est quelque chose qui est quand même malheureusement le produit d'une civilisation qui se considère comme élue. Le destin est manifeste, encore une fois, et qui se croit tout permis, et qui en plus, jusqu'à aujourd'hui, avait les moyens technologiques de dominer complètement. La guerre en 1990 91 contre l'Irak, celle de 2003, a montré que l'armée irakienne était supérieure en nombre à l'armée coalisée. Hein. Pourtant, elle s'est fait balayer parce que la domination aérienne était totale. Voilà. Et aujourd'hui, cette suprématie aérienne ne peut plus être atteinte à cause des systèmes antiaériens, à cause aussi du fait que on n'est plus prêt à perdre autant d'hommes qu'on était prêt à le perdre avant. Donc cette espèce de bascule fait que on a toujours les mêmes, toujours les mêmes velléités impérialistes, mais on n'en a plus les moyens ni économiques ni militaires. C'est ça le paradoxe en fait, c'est que et on a l'impression d'ailleurs quand on voit la direction israélienne, notamment Netanyahou, qu'il ne refuse de prendre ça en compte. C'est-à-dire que Trump serait sans doute prêt à faire la guerre pour Israël, mais il n'en a pas les moyens. Ce n'est plus seulement la question de le vouloir. On n'est pas en 2003, on n'est pas en 1990. En face, il y a un gros morceau qui s'appelle l'Iran. Et dans la mesure où les opérations pour décapiter les élites, etc., n'ont pas fonctionné et ne fonctionneront pas, puisque bien voilà, l'ayatollah Khamenei est mort. Résultat, on a son fils qui est sans doute plus radical que lui-même. Donc en fait, c'est un échec complet. Hein. Exactement comme au moment des opérations d'assassinat du Hezbollah, du Hamas. Finalement, est-ce que ça a décapité, ça a fragilisé, mais ça a permis aussi un renouvellement des chefs. Encore une fois, l'ayatollah Khamenei avait 86 ans. Un grand-père, hein, modéré. Il avait mis une fatwa qui disait que l'arme nucléaire c'était haram, on n'avait pas le droit de l'avoir, etc. Que va faire son fils? Il y a une cinquantaine d'années, après ce qu'il a subi en plus. Donc en fait, c'est les recettes de l'assassinat ciblé, la domination de l'espace aérien, etc. Tout ça ne fonctionne plus. Et c'est comme si Netanyahou ne le comprenait pas. Et je pense que Donald Trump est en train de le comprendre. J'espère. Peut-être dernière partie de cet entretien, Xavier, on en parle très peu, donc je profite que vous soyez là pour vous poser les questions sur la situation militaire en Ukraine. On n'en parle plus, ça n'existe plus. Dans les médias occidentaux, ça n'existe plus. Il n'y a plus de guerre, d'ailleurs, peut-être, en Ukraine et avec la Russie. Où on est là, on a l'impression que alors certains parlent d'offensive de printemps, Zelensky par exemple. À votre avis? Oui, c'est pas que Zelensky, hein, la plupart des experts militaires. On est en fait au moment du dégel de la fameuse Rasputitsa. Donc manœuvrer est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que contrairement à d'autres années, il n'y a pas de combat dans des villes, dans des grandes villes, parce qu'en fait vous pouvez manœuvrer, et combattre pendant la Rasputitsa si vous êtes dans une ville, puisque le fait d'avoir le sol détrempé qui vous enfoncez jusqu'aux fesses, en ville, non, tout est bétumé, asphalté, donc on peut le faire. Par exemple, la bataille de Bakhmout avait eu lieu de novembre 2022 jusqu'à mai 2023 où les Russes l'avaient remportée, et en fait elle avait pu se dérouler même pendant donc la période du dégel parce que c'était en ville. Donc là, quand vous regardez la ligne de front, il y a rien, quasiment rien en ville, où c'est des petites localités. Donc en fait la Rasputitsa joue un rôle beaucoup plus important. Ça n'empêche que les Russes continuent d'avancer et de préparer effectivement ce qui pourrait être une offensive de printemps. Ce qui est clair, c'est qu'au printemps,
le mouvement va reprendre de plus belle. Voilà. Mais là, en ce moment, c'est vraiment la gadoue. Donc ça avance à certains endroits, notamment autour de dans la direction de Slaviansk, Kramatorsk. Je pense que c'est là qu'on a les avancées les plus intéressantes. Du côté de Kherson, ça s'est un peu ralenti. Donc il y a eu la fameuse contre-offensive ukrainienne qui est un fiasco monumental et qui a coûté cher une fois de plus. Voilà. Donc là, mais c'est vrai qu'en ce moment, même si les Russes continuent à avancer toutes les semaines, je le vois sur ma carte, il y a une localité qui est prise, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le front au nord, dans la région de Soumy et de Kharkov, semble vouloir s'animer. Donc on peut très bien avoir une offensive qui partirait de là. D'autant plus que pour moi, Kharkov est un objectif atteignable par les Russes. Et qui marquerait si les Russes, encore une fois, s'emparaient notamment de la ville de Kharkov, ou réussissaient un grand encerclement, etc., mettaient en œuvre un référendum, ça pourrait être un nouveau territoire qui serait rattaché à la Russie avant le traité de paix. Donc tout est possible, et je pense que les Russes, encore une fois, ont la capacité d'attaquer à peu près là où ils veulent, puisque ce qu'on observe aussi, c'est le problème des réserves de Kiev. Donc de moins en moins de réserves, une armée qui se bat de moins en moins bien. Déjà que ça n'a jamais été très bon. Les seules victoires de l'Ukraine, c'était quand ils avaient une supériorité numérique impressionnante. C'était le cas fin 2022. Donc c'était pas des grandes manœuvres. Hein. C'est plutôt les Russes qui ont bien manœuvré d'ailleurs en retraitant. Mais l'armée ukrainienne s'est jamais vraiment bien battue et c'est de moins en moins bon. Et notamment au niveau du soldat individuel. Bon, ça c'est aussi lié à la forme de recrutement. C'est-à-dire que les gens sont capturés dans la rue, envoyés sur le front. Et ils sont pas motivés du tout. Donc des unités capables d'affronter efficacement l'armée russe, il y en a de moins en moins. Et surtout, Kiev les utilise ses forces spéciales comme des troupes d'assaut. Ce que les Russes avaient été obligés de faire en 2022. Et ce qui était le problème, c'est-à-dire que donc ces forces sont bien équipées, très motivées, mais une fois qu'elles ont pris les positions, il faut de l'infanterie motorisée pour occuper ces positions. Et ça, c'est ce qui manquait à la Russie en 2022. C'est pour ça qu'il y a eu la mobilisation, etc. Mais là, à Kiev, en fait, ils ont envoyé notamment pour avoir un moment TikTok, ils ont envoyé leurs meilleures unités à l'assaut des lignes russes, qui étaient parfaitement bien organisées, et ça leur a coûté très cher. Et de toute manière, là, même quand ils arrivent à prendre des positions, il y a pas d'infanterie motorisée pour les occuper, pour que EAP puisse se retirer et se restaurer et puis pouvoir repartir à l'assaut. Donc en fait, tout est utilisé en dépit du bon sens. Et donc ça, je crois que on voit, c'est que encore une fois, l'armée ukrainienne, je parle techniquement, c'est jamais très bien battue. L'état-major otano-kievien est en dessous de tout depuis le début, ils sont nuls. Mais là, ça devient vraiment, ça se voit à un point qui est vraiment problématique pour le régime de Kiev. Alors qu'en plus du côté russe, on observe exactement l'inverse, c'est-à-dire professionnalisation, des recrues jeunes, motivées, amalgame avec les vétérans qui ont déjà de l'expérience. Donc on a une armée qui atteint la perfection en fait. Côté russe, l'état-major fonctionne de mieux en mieux. Le matériel arrive. C'était intéressant parce que j'avais lu une critique, puisque le budget militaire de la Russie a baissé en fait. On dit oui, c'est faux, les chiffres sont faux, etc. Non, ce qui se passe, c'est que les Russes ont fait un budget de rattrapage à partir de 2022 pour relancer toutes les usines qui étaétaient mises en sommeil pour passer sur une guerre de haute intensité. Maintenant, cet investissement, il a été fait. Maintenant, on déroule. Donc oui, même si la guerre continue, la Russie va dépenser moins d'argent dans sa défense. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, mais oui, je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant au printemps, c'est sûr. Au printemps. Ouais. Dès que le sol sera un peu consolidé, on va avoir des choses intéressantes. Pour en finir une fois pour toutes avec le Donbass, peut-être. Le Donbass, je pense que c'est depuis le début de toute manière, hein, c'est ce que je l'écris dans mon livre, l'objectif n'a jamais été Kiev, l'objectif c'était le Donbass. D'ailleurs, c'est là immédiatement la prise de Mariupol, qui a été l'offensive sur Volnovakha, la prise de Mariupol, on voyait bien que c'était le Donbass qui était
l'objectif. Mais encore une fois, faut bien rappeler que le Donbass c'est une chose, mais il y a deux régions encore qui sont partiellement occupées par Kiev, la région de Kherson et la région de Zaporozhye, qui sont aussi des territoires russes désormais. Donc quoi qu'il arrive, ça, ce sera il y a des choses qui seront réglées au moment de la trêve, donc qui normalement à mon avis sera déclarée quand l'armée otano-kievienne aura quitté le Donbass, soit parce que les Russes leur ont botté les fesses, soit parce que finalement Zelensky aura décidé de le faire, parce qu'il peut plus tenir. Mais c'est pas fini. Du point de vue territorial, Zaporozhye et Kherson sont également des territoires russes et ils devront être cédés. L'Ukraine sera décentralisée. Il y aura des élections pour la première fois depuis 1991 qui seront fiables. Et puis démilitarisation, dénazification, etc., etc. Peut-être cette année. Incontestablement, le conflit iranien est un accélérateur. Oui.